Il a fait sa soutenance de thèse en leadership et est très déterminé à voir sa communauté transformée. Aujourd'hui, nous parlons du leadership transformationnel au service d'une communauté. Vous voulez savoir qui est le porteur de ce message sur ce plateau aujourd'hui? C'est quoi le leadership transformationnel? On en parle tout à l'heure. Une fois encore, soyez les bienvenus, messieurs, dames, de la radio-télévision JVA. Merci d'être connectés à notre émission Un regard sur la Bible. Et bien sûr, aujourd'hui, nous parlons du leadership transformationnel. Je disais tantôt que la personne concernée à porter ce message est déjà avec moi sur ce plateau. Je vous la présente. Elle se nomme le docteur Toulassi Boniface. Docteur, bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Bienvenue dans l'émission Un regard sur la Bible. Merci. Alors ici, nous abordons différentes thématiques et bien sûr à la lumière de la parole de Dieu. Très bien. Et aujourd'hui, nous parlons du leadership transformationnel au service d'une communauté. Oui. Alors d'abord, est-ce que vous voulez un peu parler de vous à nos chers téléspectateurs? Bon, comme philosophie personnelle, je n'aime pas parler de moi. Ouais. Et aujourd'hui, vous allez faire l'exception. Hein? Bon, je voudrais que les gens m'apprennent à travers ce que je vais dire et comment je me comporte. Mais pour être fidèle à la philosophie de la maison, je suis Boniface Toulassi. Je suis un Togolais résident aux États-Unis. Puisque nous sommes à la radio-télévision JVA, j'ai fait la radio JVA, donc c'est ça. Je suis marié, j'ai une fille, j'aime le leadership, j'aime l'Église, j'aime la Bible, et je salue tous les leaders de la nation, etc., etc. Merci beaucoup, docteur. Alors, vous avez embrassé le leadership parce que vous l'aimez. Alors, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à pouvoir embrasser ce sujet? Oui, il y a des raisons d'abord personnelles. Quand je grandissais, je n'avais jamais aimé le mot leader. Et pourquoi? Bon, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est leader lorsque rien ne change autour de nous? Et d'abord, le leadership, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, le leadership, en fait, quand je fais mon cours, je ne définis pas le leadership. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 450 définitions. Et en Afrique, la définition qui nous plaît le plus, c'est le leadership consiste à une capacité à faire aux autres ce qu'ils n'aiment pas faire. Ça, c'est le pouvoir. Ah oui. C'est pas la dictature par hasard. Ça, c'est le pouvoir, ça, c'est pas le leadership. Le leadership, c'est quand quelqu'un se décide de me suivre parce qu'il a vu ce que je suis, parce qu'il a vu ce que je fais et comment je le fais. Et là, c'est volontaire. Donc, très bien. Donc, un leader qui n'est pas suivi volontairement n'est pas un leader. Et je vais préciser en même temps, les gens pensent qu'il faut faire de la politique pour être un leader. Il y a beaucoup de politiciens qui ne sont pas des leaders. Et il y a beaucoup de leaders qui ne sont pas des politiciens. Il faut corriger ça. Ce n'est pas le leadership positionnel qui fait de vous un leader. Le leadership, c'est l'influence. Donc, le leadership n'a rien à faire avec la popularité. Le leadership n'a rien à faire avec l'excellence. Puisque je suis à une télévision chrétienne, bien sûr, je voudrais que les chrétiens me suivent très bien. Le leadership de Jésus n'a rien à faire avec la popularité. Le leadership de Jésus n'a rien à faire avec l'excellence. Il y a ce que nous appelons la structure prophétique. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que je fais? Et nous avons les résultats. Donc, je veux bien m'arrêter là-bas avant qu'on aille. Exactement. Maintenant, parlez-nous des raisons pour lesquelles vous avez embrassé ce sujet du leadership. Je disais, je n'avais jamais aimé le mot leader. Pourquoi est-ce que j'ai des leaders et rien ne change autour de moi? Pourquoi est-ce que j'ai des leaders et lorsqu'il y a des prises de décision, je ne suis jamais associé à des prises de décision parce qu'on dit je suis petit. Parce qu'on dit je ne connais rien. Être petit ne veut pas dire qu'on ait une tête fêlée. Exactement. Ce qu'on faisait en philosophie, aucune personne n'est une tabula rasa. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien. Mais traditionnellement, on dit l'enfant apprend auprès de l'aîné et l'aîné aussi apprend auprès de l'enfant. Et on nous dit, pour avoir une palmeraie, il faut avoir de petits palmiers. Où sont nos petits palmiers? Traditionnellement, on nous dit, un seul arbre ne fait pas la forêt. Où sont les autres arbres? Ouais, donc, voilà certaines motivations. Et quand il y a des problèmes, est-ce qu'on a la volonté de résoudre les problèmes? Ça, c'est personnel. Et quand je vois la dictature, ce qu'on appelle, je l'appelle la dictature de la gérontocratie,
le pouvoir du plus grand, le pouvoir du plus aîné, le droit d'aînesse, comme on le dit dans la Bible, parce que je suis aîné, parce que je suis né avant toi. On se donne cette encyclopédie, on dit, je connais plus que toi. Et donc là, en fait, tu es inférieur à moi, en fait. Très bien, très bien. Femmes marginalisées, tout ça, tout ça. Bon, je laisse ça de côté. Maintenant, les raisons professionnelles académiques dont je travaillais aux États-Unis, dans la Fondation internationale de leadership, et j'étais chargé, j'étais directeur adjoint des opérations pour l'Afrique francophone, et j'ai tristement constaté, lorsque nous allons dans les pays francophones pour faire des séminaires qu'on appelle leadership transformationnel, à l'Église et aux membres des gouvernements, on fait des formations en anglais pour les francophones. Et tristement, j'ai été toujours tenté de vouloir voir comment mes frères francophones vont réagir. Personne ne dit, nous ne comprenons pas. Et pourquoi ce silence, docteur? Ça, c'est un complexe d'infériorité, parce que les anglophones font comme s'ils connaissent toute la tête, tout ça, tout ça. Bon, on va expliquer ça. Donc, j'ai approché le fondateur. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous faites des formations dans les pays francophones en anglais? On m'a dit, c'est parce qu'il n'y a pas de facilitateur, de conférencier francophone. J'ai dit, quelle est la condition? Il faut un doctorat en leadership. Bon, c'est pour cela que j'ai décidé d'aller à la School of Business and Leadership pour devenir facilitateur. Donc, c'est ce qui m'a poussé à l'école. Et comme exigence, vous le savez, quand vous allez faire le doctorat, il faut faire une thèse. Donc, à la thèse, bon, ma femme m'a encouragé à étudier, à écrire une thèse sur le leadership traditionnel. Donc voilà comment je suis arrivé au leadership. Merci beaucoup. Votre femme s'appelle déjà comment? Elle s'appelle Sarah. Alors, Maman Sarah, si vous nous suivez, nous vous saluons et merci d'avoir soutenu le docteur Boniface qui est votre époux. Alors, ces raisons connues, alors je dirais que quelle est la différence, faites-vous, entre le leadership transformationnel dont vous êtes en train de parler tout à l'heure et le leadership organisationnel? Bon, c'est pas moi qui fais la différence. Le leadership organisationnel a différents styles de leadership en fonction du leader. Bon, c'est ce que nous appelons le triangle de leadership. Il y a d'abord le leader, il y a ceux qui le suivent, et puis la situation de leadership. Quand je suis dans une situation en tant que leader, quel est le style approprié à la situation dans laquelle nous sommes? Nous l'appelons le leadership situationnel. Cela dit, le leadership organisationnel, organisationnellement défini, c'est l'identification, la mobilisation, la formation des membres d'une organisation donnée à contribuer de leur maximum au succès organisationnel ou la performance organisationnelle. Et en tenant justement compte de la situation. Très bien, très bien. Alors, donc quand nous parlons de succès organisationnel, c'est ce qu'on appelle aussi la performance organisationnelle, qui est une somme totale des performances individuelles. Donc, un membre d'une organisation doit contribuer au maximum, le plein potentiel, donner le meilleur de soi, comme on le dit. Donc, il y a la volonté de travailler, il y a l'opportunité de travailler. Donc ça, c'est le leadership organisationnel. Comment diriger une organisation? Maintenant, il y a différents types de leadership. Et le leadership transformationnel n'est qu'un type de leadership organisationnel. Alors, et pour parler de ça, je veux bien que les gens comprennent ici. Plusieurs personnes parlent de leadership, mais en fait, ils parlent du management. L'efficacité managériale vient aussi de l'efficacité de leader. Alors, il faut d'abord faire la distinction entre le domaine de leadership. Il y a des domaines de leadership. Donc, il y a d'abord le leadership exécutif. Les gens parlent de leadership n'importe comment. Oui, on globalise tout en fait. Il y a le leadership exécutif. Présidence, ministériel, protocole, tout ça, tout ça. Ça, c'est le leadership exécutif. Nous n'avons pas l'habilité à parler de ça. Laissez ça. Donc, il y a aussi le leadership social. Par exemple, les artistes, les professionnels, footballeurs, tout ça, ils ont leur influence, ils peuvent parler, les gens vont les suivre. Mais lorsqu'on parle de leadership organisation, nous prenons un exemple. Transformationnel, Radio, télévision, JVA, c'est une organisation. Alors, comment gérer à efficacité
cette entité organisationnelle. Ça dépend alors du style de leadership de ce leader, le directeur de la radio, de la télévision. Donc, le leadership transformationnel, maintenant, comme le mot le dit, transformationnel. Bon, on a toujours conformé les gens à des choses. Le leader n'est pas là pour conformer les gens. Ça, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, les gens confondent l'union à l'unité. Alors que c'est deux choses bien différentes. C'est deux choses bien différentes. Donc, nous sommes dans une organisation, on dit tout le monde couper la tête du côté gauche. Demain, tout le monde va couper la tête du côté gauche. Ça, c'est du conformisme comportemental. Je peux ne pas être d'accord. Bien sûr. Mais est-ce que dans mon organisation, j'ai un style de leadership qui permette à mes employés, ceux qui sont avec moi, d'abord de savoir que j'ai reconnu leur identité. D'où l'intervention de leadership transformationnel. Très bien. Très bien. Comment transformer mon employé, mon partenaire, à devenir meilleur que ce qu'il était avant de venir dans l'organisation, à être meilleur à ce qu'elle était avant de venir dans mon organisation. Justement parce que vous avez pris le temps de l'étudier, à connaître. Je crois bien que c'est ça. Bon, il y a ça aussi, mais il y a aussi la culture. Oh, d'accord. Bon, les Africains doivent se dire cette vérité que notre culture est essentiellement autoritariste. Le pouvoir de l'aîné. Même les gouvernements utilisent ça. Bon. Alors, en termes simples et courts, quelle différence nous pouvons faire rapidement pour permettre à ce téléspectateur-là qui nous suit maintenant de retenir quelque chose? Transformationnel, bon, il y a ce que nous appelons en anglais les 4 I. Il y a d'abord une influence idéalisée. C'est-à-dire, le leader transformationnel, c'est quelqu'un qui a du charisme et qui est crédible. Donc, quand il vient dans son organisation, les employés lui font confiance. Pas à cause de sa position seulement, non, mais à cause de sa personne et de son efficacité. De sa capacité à faire des choses. Mais très bien. Donc, je suis avec mon directeur parce qu'il est compétent. Exact. Parce qu'il m'influence. J'ai envie d'être avec lui. Ah oui. Pas parce qu'on me paie du salaire. Le leader transformationnel a des gens autour de lui qui lui disent « j'ai pas besoin d'être payé ». Mais votre entourage, votre environnement organisationnel permet un développement plénier des gens. Le leader respecte moi-même, je deviens un modèle. Je deviens un modèle. Et puis le leader transformationnel, il ne pense pas à lui. Le leader transformationnel ne pense pas à lui. C'est ça, l'efficacité. Mais les gens qui sont vers moi, parce que nous sommes ici chrétiens, pourquoi Dieu m'a envoyé les gens là? En anglais, lead them onto God's agenda. Quand Dieu envoie quelqu'un, en tant que leader chrétien, prophétiquement, je sais pourquoi Dieu a fait venir cette personne. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire qu'il veut travailler à la JVA. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire qu'il veut être ceci, cela. Il y a un mandat. Donc ça, c'est l'influence idéalisée. Alors, deuxième chose, il y a ce que nous appelons la stimulation intellectuelle. Il y a le critical thinking. Lorsque le leader permet aux gens de think outside of the box. C'est-à-dire, il y a ce que nous appelons think tank et group thinking. C'est deux choses différentes. Bien sûr. Think tank, on fait de brainstorming. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Tout le monde pense, tout le monde parle. Oui. Il n'y a pas de tête fêlée. Parce que je suis une télévision chrétienne, je en appelle à l'église. On dit dans la Bible, malheur à celui qui dit à son frère Raka. On ne peut pas dire à un individu qu'il ait une tête fêlée. Qu'est-ce que toi tu as dit? Qu'est-ce que toi tu connais? La Bible est contre ça. Tout le monde connaît quelque chose. Alors, en tant que leader, je fais une stimulation intellectuelle. Vous pensez autrement. Je donne la liberté, je crée les conditions propices aux gens de dire pourquoi pas. Et si on faisait ça comme ça? Je profite pour dire, c'est comme ça que les leaders chrétiens ont tué leur Timothée. C'est comme ça que les leaders chrétiens ont tué leur Silas. Il faut comprendre. Tous les leaders chrétiens, ils n'ont quand même montré leur Timothée. Pourquoi ils les ont tués? Parce que quand tu faisais quelque chose en tant que leader, premier leader, ceci leader, toi ça leader, quelqu'un vient, un petit garçon, il dit, pourquoi ne pas faire la chose comme ça? On est énervé. Bon, charismatiquement, on dit, il est animé par un esprit de démon.
Alors que c'est la deuxième génération. Ok, c'est un enfant orgueilleux. Hein. Oui, ben orgueilleux, tout le monde est orgueilleux, seulement des degrés divers. Bon. Donc, en tant que leader chrétien, quelqu'un vient, il dit, pasteur, pourquoi ne pas faire la chose comme ça? Tous les pasteurs qui me voient, tous les leaders chrétiens qui me voient ici, je vous en prie, quand quelqu'un parle comme ça dans votre église, Dieu vous communique votre deuxième génération. Ça, c'est ce que vous allez devenir la deuxième génération. Mais on a tué les gens là. On les a rendus silencieux. Taisez-vous. Ça, ce n'est pas le leadership transformationnel. Nous avons des silencieux et qui rongent au-dedans d'eux. Et aussi dans le christianisme. Bon, le leader transformationnel, il a aussi ce qu'on appelle une motivation inspirante. J'ai dit, Maoussé, tu peux faire plus que ce que tu fais. Bien sûr. Et je te donne les raisons. Et je te donne les moyens. C'est un leader qui vous regarde et dit, Maoussé, aujourd'hui vous allez faire ceci. Et vous allez dire, je ne peux pas faire ça. Il dit, très bien. Très bien. Là, quand je dis, je ne peux pas faire ça, ça c'est ce qu'on appelle de self-awareness. Je connais mes limites. Ce qui voudra dire que techniquement et intellectuellement, j'ai fait mon analyse SWOT. Hein? Strength, weakness, opportunity and threat. Je connais mes limites. Et regardez ce que Jésus a fait. Il dit, jette le filet. Pierre dit, mais écoutez, monsieur, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Il dit, non, jette le filet. Le leader transformationnel fait voir aux gens ce qu'ils n'ont jamais pensé voir. Le leader transformationnel fait faire aux gens ce qu'ils n'ont jamais pensé pouvoir faire. Le leader transformationnel fait ce qu'on appelle de self-efficacy. Comment devenir le meilleur de son devenir. Au lieu de se contenter de statu quo, c'est comme ça on l'a toujours fait. Non. Non. Ce qui me plaît, on me dit à l'église que la parole de Dieu se fait nouvelle chaque jour. Mais pourquoi vous parlez toujours au passé? Pourquoi le leader chrétien parle toujours au passé? Avant, non. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Il faut toujours des rénovations à chaque moment. Bien sûr. Et ce qui est très intéressant, le nom de notre Jésus, c'est Emmanuel, Dieu est avec nous. On n'a pas dit Dieu était avec nous. On dit Dieu est avec nous. Alors, le présentisme organisationnel fait que les gens qui viennent à moi, je les transforme au meilleur. Et c'est ce qu'on appelle le leadership. Bon, je vais donner le concept. Donc, la stimulation intellectuelle, je favorise l'innovation. Mais j'étais là depuis quelques minutes déjà, je vous voyais. Il y a de l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire la liberté de faire autre que ce qu'on faisait. Pas demeurer dans la routine, en fait. Mais bien sûr. Bien sûr. Il faut que le leader chrétien donne cette possibilité. Le leader chrétien a peur. Il a peur. Mais on me dit, on ne nous a pas donné l'esprit de servitude, l'esprit de peur. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Bon, la stimulation intellectuelle, il y a aussi la créativité. C'est dans le leadership transformationnel, ça. Oui. Vous voyez, un leader qui n'est pas transformationnel, il ne va jamais autoriser que les choses soient faites d'une autre manière. Bien sûr. Il dit non, quand vous faites ça, oui, la Bible va perdre. Comment la Bible va faire ça? Quoi? Non, la Bible n'a jamais perdu quoi que ce soit. La créativité. Le défi. Je me donne des défis. Et quelque chose qui m'a toujours intéressé aux États-Unis, c'est que un jeune Américain, il dit, voici, je peux couper 60 oranges en 1 minute. Ok. Ça, c'est un défi. Qui s'est lancé à lui-même. Qui se donne lui-même. Est-ce que le leader me donne cette permission? Donc, lorsque le leader n'a pas ce qu'on appelle la sécurité intérieure, autrement dit, tout ce que vous dites... C'est comme vous voudriez prendre sa place ou vraiment le défier, quoi. Oui, j'allais en venir. Quand le membre dit quelque chose, il a un don que je n'ai pas, on ne peut pas le programmer à prêcher. On ne peut pas le programmer à diriger la prière. On dit non, quand il fait ça, il y a beaucoup de miracles dont les gens vont le suivre, donc il faut le taire. C'est comme ça que les églises commerciales sont nées. C'est comme ça que les églises commerciales sont nées, il faut dire les choses. Bon, donc l'influence idéalisée, est-ce que je suis un modèle? Bon, est-ce que les gens veulent me suivre? Ou bien ils me suivent parce qu'on doit me suivre? Donc le leadership positionnel, qui est aussi organisationnel, qui est aussi hiérarchique, qui est aussi pyramidal, qui est aussi vertical. Il faut vers le bas, quoi. C'est donné par l'organisation, ce n'est pas une compétence.
Si on me nommait directeur de la télévision, c'est pas que je suis compétent. Ça, c'est un cadeau. En christianisme, nous l'appelons la grâce de Dieu. Donc, le leadership positionnel est différent du leadership personnel. Donc, le leader transformationnel, c'est celui qui travaille avec le leadership personnel. Donc, il a de l'influence. Je donne un exemple. Le petit policier dans la rue, tu n'as pas de plaque, il t'arrête. Bien sûr. Mais tu peux le battre. Tu peux le battre. Mais quand tu vois le policier en tenue, tu vois le Togo. Totalement. Tu vois le Togo, tu ne vois pas la force physique du policier. Tu ne vois pas son niveau. Ça, c'est le pouvoir organisationnel. Mais nos leaders chrétiens et de surcroît, entreprises, commerce, industrie, tout ça, est-ce que je fais la différence entre le pouvoir qui m'est conféré par l'organisation et ma compétence personnelle? C'est deux choses bien différentes. En fait. Je vais l'expliquer. Les chefs d'État comprennent ça très bien. Mais il faut que nous aussi nous comprenions. Si M. le Président va parler en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, il sait que le pouvoir lui est conféré. Ah oui. Le pouvoir ne vient pas de lui. Eh bien, ça vient de quelque part, en fait. Mais le pouvoir lui est conféré par le peuple. Bien sûr. C'est pourquoi on va prêter serment devant le peuple. Nos leaders doivent comprendre ces choses-là. Alors, à l'organisation, dans l'organisation, il y a le pouvoir organisationnel et le pouvoir personnel. Le pouvoir organisationnel, vous avez d'abord ce qu'on appelle le pouvoir légitime. Et tout le monde connaît ça. Bon, quand j'étais venu, vous me dites, on fait les choses comme ça, on fait les choses comme ça. Ce pouvoir vous est conféré par votre organisation. Bien sûr. Et vous avez aussi le pouvoir coercitif. Vous pouvez me dire, docteur Toulassi, non, vous ne pouvez pas faire ça ici. Ah oui. Ce pouvoir vous est conféré par l'organisation. Quand vous me dites ça, vous parlez au nom de l'organisation et non à votre nom. Personnel. Les gens doivent comprendre ça. Quand je dis les assemblées de Dieu disent que, je ne parle pas en tant que président des assemblées de Dieu, je parle en tant qu'organisation. Ce pouvoir m'est conféré par l'organisation. Et il y a aussi ce que nous appelons le pouvoir de récompense. Dans mon travail, en tant que président, en tant que directeur, il y a de l'argent quelque part. Même les honneurs que nous conférons aux gens. Le chef de l'État dit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais légion d'honneur. Ça, c'est un pouvoir de récompense. Tous ces pouvoirs, les trois sont organisationnels, ça ne vient pas de l'individu. Pas du tout. Donc, en tant que leader, je dois savoir que le pouvoir légitime, pouvoir coercitif, pouvoir de récompense me sont conférés par l'organisation. Mais est-ce que j'ai la compétence? Est-ce que les gens me respectent parce que j'ai seulement le pouvoir? Est-ce que les gens me respectent parce que j'ai seulement la position? Mais est-ce que je suis compétent? Donc, le leadership transformationnel, non seulement vient de l'appel, mais il y a aussi le caractère, l'éthique, la morale, et puis la compétence. Donc, les gens disent non, ça, le directeur, non, il est compétent. Mon professeur de maths, quand j'étais au lycée, l'inspecteur est venu. On veut l'inspecter. Il ne prépare pas de cours. Mais ça c'est une partie intégrante. Il finit le cours, l'inspecteur lui demande, monsieur, où est votre cours? Il demande à l'inspecteur, pourquoi vous demandez mon cours? Mais j'ai fait le cours. Ah oui. Et l'inspecteur dit, c'est votre obligation d'avoir votre cours. Il dit non, je maîtrise ma matière. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de référence, le pouvoir d'expertise. Donc, le leader transformation, c'est quelqu'un qui ne se fie pas seulement au pouvoir conféré par l'organisation, l'institution, la structure, c'est un pouvoir structurel, mais il sait au-dedans de lui que je peux faire ce que tout le monde fait dans mon organisation. Est-ce que je peux balayer? Il faut que les employés savent que le PDG, je peux balayer si vous n'êtes pas là. Vous ne balayez pas parce que je ne peux pas balayer. Vous balayez parce que je suis occupé à autre chose. Je suis leader transformationnel. Je viens avant tous les employés, c'est comme ça. Il faut changer cette politique africaine. Le leader vient en retard. On dit qu'il est occupé à autre chose. Comment occupé à autre chose? Le leader, parce que nous sommes aux chrétiens, doit savoir que deux personnes ne sont pas les mêmes. On ne fait pas de copie-coller dans le leadership transformationnel. La manière dont je vous traite ne doit pas être la même manière que je traite l'autre.
Vous êtes différents parce qu'on a différents backgrounds. Exactement. On a différentes expériences personnelles. De vie. Donc, quand je suis leader transformationnel, je traite chaque individu selon qu'il soit cet individu. Et ceux qui sont des pédagogues, c'est ce qu'on appelle individually based education. C'est ce qu'on fait maintenant. Bon, et même en pédagogie, on nous a dit, quand on prépare le cours, il y a le plus intelligent et le moins intelligent. Et on fait la moyenne. C'est comme ça. Donc, le leader transformationnel, il a une vision. Il est optimiste. Il a de ce qu'on appelle l'empathie. Quand je viens au boulot, je vois que l'employé n'a pas l'habitude d'être comme ça. Il dit, oh, madame, il y a quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et non crier sur la personne. Et non dire, c'est comme ça, tu vas à la maison. Et après tout, c'est moi qui vous nourris. Oui, parce que parfois, quand vous arrivez dans certains services, vous vous rendez compte que quand la personne était venue, en fait, le travailleur était arrivé, il était arrivé tout dynamique et plein de vie, mais quelques mois, vous vous rendez compte que la personne, c'est comme, elle est en train de mourir, quoi. Très bien. Mais quand vous observez très bien, vous verrez que là, il y a des coups que la personne reçoit et puis elle ne peut pas parler, en fait. Oui, très bien. Et ça, c'est très excellent, très excellent. Il y a ce que nous appelons la socialisation anticipatoire. C'est-à-dire? Avant que quelqu'un ne vienne travailler ici, il faut faire promener la personne dans l'institution. Ok. Faire visiter les Il faut l'imbiber dans ce que nous appelons le climat organisationnel. Donc, il y a la différence entre le climat organisationnel et la culture organisationnelle. Le climat organisationnel, c'est le chichi et le bling-bling qu'on fait quand les gens viennent la première fois. Oh, vous êtes les bienvenus, asseyez-vous, est-ce qu'on peut vous faire du thé? Ça, c'est du climat, ça va disparaître après 2 semaines. Très rapidement. Mais, les premières impressions font la définition que je fais de votre organisation. Je veux répéter. Allez-y. Les premières impressions font la définition que je fais de votre organisation. Mais après 2 mois, 3 mois, vous n'êtes plus ce que vous m'avez montré. Malheureusement, on ne m'a pas enseigné la culture organisationnelle. Qu'est-ce que nous faisons ici? Et pourquoi nous faisons la chose? Et de quelle manière? Il faut être à l'heure. Il faut être souriant. Même quand on est fâché, il faut aller se prendre chez le directeur. Il ne faut pas insulter les gens. Donc, on ne m'a pas dit ça. Bon, il y a aussi les liens de cousinage, il y a aussi le familisme. Je suis ici parce que je connais celui-ci. Je suis ici parce qu'il y a... Bon, ça, c'est un. De 2, on ne tolère pas, on ne cultive pas l'excellence personnelle. Les gens vont vous dire, qu'est-ce que tu veux nous montrer? On est ici avant toi, non? C'est toujours ça. Et petit à petit, la flamme qui brûlait à l'arrivée s'éteint. Complètement. Et en anglais, on dit, the people will be burned out. Je suis désolé de travailler ici, je veux partir. Je veux partir pas parce que je ne veux pas travailler. Je suis parti parce que l'environnement devient infectant. C'est toxique, en fait. Et ce qu'on appelle le leadership toxique. Il y a ça aussi. Le leader qui tue tous les gens. Il y a aussi ce qu'on appelle le laisser-faire. Le laisser-faire. Vous vous plaignez chez le directeur, dit, oh, laissez ça, ça va aller. Vous allez chez l'adjoint, oh, ça va aller. Ça a été toujours comme ça. Mais ça me rappelle un chef traditionnel. Quand on lui amène un problème, il dit, après avoir écouté les gens, tu as raison. Toi aussi, tu as raison. Apporter de l'alcool, 500, aller à la maison. Et l'idée ne fait pas ça. Il faut écouter les gens, il faut trancher. Mais voilà à peu près le bénéfice du leadership transformationnel qui assainit l'environnement organisationnel et qui invite tout le monde à connaître, à maîtriser et à appliquer la culture organisationnelle et à donner le meilleur de soi. Exactement. Et ça permet d'avoir aussi des résultats vraiment, des résultats encourageants en fait. Parce que les conditions, disons que les conditions sont réunies et que la possibilité de donner le meilleur de soi-même est là, quoi. Voilà. Donc, avec le leadership transformationnel, comme vous venez de si bien le dire, on a envie de travailler. Ah oui. On a la liberté d'initier. On a la volonté, le dynamisme. C'est-à-dire, avec le leadership transformationnel, même quand le directeur est absent, le directeur peut être absent, il peut être même à la maison. Le leader transformationnel, c'est quelqu'un qui arrive à faire de son organisation
l'organisation de ses employés. Les employés se font sienne ou l'organisation. Donc, le leader leur fait comprendre que ici, c'est chez vous. Ouais. Sentez-vous à l'aise, en fait. Ici, c'est chez vous. Donc, il y a des employés qui vont dire au directeur, bon, monsieur le directeur, comptez sur moi. Vous n'avez pas besoin d'être là. Ouais. Quand les gens parlent comme ça, vous, le leader, il y a ce qu'on appelle aussi l'évaluation de leadership. On peut mesurer ça. Il y a ce qu'on appelle workplace citizenship behavior, le comportement de l'employé sur le lieu du travail. Il faut faire une évaluation de ça pour voir ce que nous appelons aussi l'adaptabilité de l'employé. Bon, il faut être flexible aussi. Hein. Ah oui, totalement. Il y a des gens qui cherchent leur maison dans une organisation. Vous n'êtes pas dans votre maison. Vous n'êtes pas chez vos parents. Non. Et il faut cette adaptabilité. Donc, voilà les bénéfices de la transformation. Donc, en transformant l'individu, on transforme l'organisation. Et en transformant l'organisation, on transforme l'environnement extérieur de l'organisation. Et en transformant l'environnement extérieur de l'organisation, on transforme alors la communauté. Aného, chez le roi Togbelo Son 8, paix à son âme, il a développé un concept qu'on appelle Akoto. Et qu'est-ce que ça veut dire là? Vous connaissez Akoto? Oui, la coquille d'escargot. Oui, vous voyez, c'est en spirale. Oui, bien sûr. C'est en spirale. Donc, le premier point comme ça, c'est l'individu. Quand l'individu est travaillé, ça devient du spirale. Et sa famille est transformée. Et quand la famille est transformée, les autres familles sont transformées, le quartier est transformé, le village est transformé, et la communauté est transformée. C'est comme ça. Et en fait, le pays tout entier, quoi. Et ça s'étend sur le plan mondial aussi. Très bien. Le leadership transformationnel part d'un individu. Il faut décider, transformer. Bon, la Bible a écrit ça. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je ne sais pas pourquoi le leader pense que ce sont les autres qui doivent transformer. Et moi, je ne dois pas transformer. Le leader transformationnel, c'est quelqu'un aussi qui se sait. Je ne suis pas... En fait, il n'est pas pharisien. Ah non, pas du il tout. n'est pas pharisien. Et il n'est pas un colon non plus. Bon, voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlons du leadership transformationnel au service d'une communauté. Et parce que nos communautés ont besoin d'être transformées, il ne faut pas demeurer sur de vieilles bases parce que, vous savez, le Seigneur, il renouvelle pour nous sa grâce tous les matins. Et donc, en tant que leader dans nos différentes structures, il va falloir quand même, pas quand même, mais il va falloir une transformation pour des résultats meilleurs. Et aujourd'hui, donc, je suis avec le docteur Boniface Tolessi. Et bien sûr, c'est avec lui que nous élaborons sur cette question très, très intéressante. Et je crois que vous en avez un peu plus appris de la différence entre les deux leadership, le leadership transformationnel et le leadership organisationnel. Alors, le leadership transformationnel se trouve dans le leadership organisationnel. Et ce leadership facilite en fait la mission d'être accomplie efficacement. Parce que si les employés ou bien les travailleurs ou les personnes concernées ne sont pas impliqués, alors la structure sera bien là, l'organisation sera là, mais elle ne pourra pas marcher. Donc c'est dans cette optique aujourd'hui, nous avons accueilli sur ce plateau d'un regard sur la Bible le docteur Tolessi pour nous donner plus d'éclaircissement. Alors, docteur, dites-nous, comment voyez-vous le leadership africain et le leadership occidental? Parce que vous avez fait les États-Unis et c'est là que vous avez reçu votre doctorat. Dites-nous en plus. Bon, il y a une différence. Il y a une différence majeure. D'abord, le concept de leadership. En Occident, le leadership est mérité. Ok. Tu le mérites d'abord. En Occident, le leadership est mérité. Et chez nous, le leadership est hérité. Ou ce qu'on appelle en anglais ascribed leadership. C'est comme si je me dois cette position. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il y a ce génie de loyauté. En Occident, on sait que l'organisation est supérieure à l'individu.
En Afrique, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi on entend souvent quelqu'un, on dit il démissionne. Il démissionne. Bon, il y a des implications juridiques à cela. Mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, sur ce plateau, je voudrais profiter pour dire aux Africains, ce qui fait du leadership occidental, ce qu'il est, c'est le christianisme. C'est le christianisme. Le leadership occidental est judéo-chrétien. Il ne faut pas oublier, on avait eu les dictateurs, on avait eu les rois, on a eu les empereurs, tout ça, tout ça. Mais quand ils ont embrassé le christianisme, et lorsqu'on sait que chaque individu est une imago Dei, vous êtes une image de Dieu, je suis une image de Dieu. Donc la philosophie de Jésus, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. C'est ça qui doit devenir le déterminant et le fertilisant de la manière dont nous dirigeons les gens. Donc, l'Occident a compris que on dirige des individus, on ne les manage pas. On ne contrôle pas l'individu. On contrôle les choses, les objets. On dirige un individu. Proistémie, qui vient de la Bible, que celui qui dirige. Et d'ailleurs, le mot leadership n'est arrivé dans la littérature qu'au IVe siècle. Ça, c'est 400 ans après le départ de Jésus. Il faut savoir ça. Donc, proistémie, dans notre langue, nous avons mieux traduit proistémie, c'est-à-dire celui qui est devant, celui qui est placé devant. Excusez-moi, en hébreu, on dit ekplola, ngonola, proistémie. Donc, je suis devant, mais il faut être aussi derrière. C'est ça. Il faut être aussi au milieu. Sékou Touré, je vais le citer. Sékou Touré dit, le leader doit être devant le peuple, parmi le peuple et derrière le peuple. Ça, c'est le leadership. Est-ce que je suis seulement devant? Donc, vous allez voir tristement que lorsqu'un Africain est tué quelque part, ça ne fait pas grand bruit. Mais tu es un occidental, tu es un arabe. Et là, on va voir. Est-ce que nous valons quelque chose à notre leadership africain où des gens meurent dans l'océan? Bon, ça a diminué maintenant. Où les gens meurent comme de petits pains et ça ne fait pas grand bruit. Est-ce que nous avons de la valeur? Lorsque le leadership occidental a compris que l'être humain a de la valeur. Et bizarrement, en Afrique, notre communalisme africain, on dit quand tu vois la tête de quelqu'un dans le désert, c'est que ta tête n'est pas loin. Mais pourquoi est-ce que nous ne traitons pas nos maisons, nos organisations, nos frères africains, comme des gens qui sont des porteurs d'image de Dieu? Bon, il y a maintenant les influences culturelles. Il y a ce que nous appelons le power distance. En Afrique, en Occident, en Afrique, de power distance, la distance de pouvoir, c'est jusqu'à quel degré je tolère la distance du leader. Bon, chez nous, le leader est très loin. Le leader est très loin. Avant de voir le leader, il faut gravir les échelons. Des fois, même si ce n'est pas possible. Oui, durant toute ton long ta vie, je me promène dans les services, je me promène dans les services, mais voir le leader devient un problème. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Vous avez étudié quoi? Mais c'est tout un protocole en fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, le power distance dans le leadership africain pose problème. Et il y a aussi la titromania, ça c'est mon mot. Ça c'est mon mot. Et ça veut dire quoi? La titromania. C'est être malade de titre. Oh d'accord. Être malade de titre. Et dans le christianisme, il faut le dire, la bishopolisation, l'apostolisation. Alors vous allez créer un dictionnaire très bientôt pour ces mots-là. C'est pour ça que j'ai fait le doctorat. Bon, il faut le dire. Quand j'étais en 4e année, en littérature africaine, anglophone, j'ai fait un devoir et puis j'ai mis des mots et le docteur nous m'a dit, mais ça c'est quoi ça? Il faut avoir le doctorat avant de créer les mots. Et puis il m'a donné 4 sur 20. 4 sur 20. J'ai dit d'accord. Pour ça, je dois devenir... Bon, on ferme la page. Mais le leadership occidental respecte l'individu. Il faut respecter l'individu. Quand je vous parle en tant qu'image de Dieu. Et le christianisme ne comprend pas toujours. Marc 10, 42, Jésus dit, et vous-même, vous savez, ça, Jésus en appelle à l'expérience quotidienne. Déjà, vous-même, vous savez que le chef des nations les tyrannise et les grands les asservissent. Mais vous-même, vous savez ça. Pourquoi vous voulez c'est dans le monde, ça. Oui. Pourquoi vous voulez faire la même chose? Quand on te traite comme ça, tu n'es pas content.
Pas du Mais tout. pourquoi est-ce que tu veux traiter mon église de cette manière? Mais le christianisme n'a pas toujours compris ça, c'est ce que le blanc a compris. Je traite chaque individu comme une imago Dei, je parle à chaque individu comme une imago Dei. Et si nous allons dans la Constitution américaine, Dieu a créé tous les hommes égaux. Égaux, bien sûr. Bon, il y a un livre, Animaux-Femmes. On dit, Dieu a créé les hommes égaux, mais il y a des plus égaux que égaux. Il y a ça, bon, ça c'est la politique. Mais nous sommes égaux. Est-ce que nous sommes réellement égaux? Alors, si nous sommes égaux, Dieu nous a dotés de certains droits inaliénables. Oui. C'est-à-dire, j'ai dit ça aux politiciens. Moi, je dis ça aux politiciens. Le politicien n'a jamais créé la terre. Les gouvernants doivent savoir ça. Bon, on va parler de... bon, on laisse ça. Les politiciens doivent savoir, Africains doivent savoir, le gouvernement n'a jamais créé le territoire. Donc nous sommes tous des locataires là. Ça, c'est un acquis de Dieu. Bien sûr. Le gouvernement n'a jamais créé la population. Ça, c'est un acquis de Dieu. Le gouvernement n'a jamais créé la faculté, la compétence et le vouloir et le pouvoir de s'organiser. Tout ça, ça vient de Dieu. Donc, les gouvernements sont aussi des serviteurs de Dieu. Il faut l'expliquer au gouvernement africain. Et ce sont les éléments constitutifs d'un État. L'État appartient à Dieu en raison des choses que nous venons de mentionner. Alors, le leadership occidental respecte l'individu, valorise l'individu et cherche le meilleur devenir de l'individu. Mais chez nous, en Afrique... Par contre, en Afrique, il y a ces choses-là, la martyrisation, hein, la domination, hein, la menace, la peur. Hein, et si tu fais ça, alors que le blanc sait que quand mon employé dit ceci, bon, en fait, c'est le leadership transformationnel qui a enseigné la gestion même de l'opposition. Le leader transformationnel sait que l'opposition me montre quelque chose que je ne sais pas. L'opposition me montre quelque chose que je dois faire. Et les gouvernements qui ont compris, rapidement, une fois que l'opposition parle, vous allez apprendre après que l'État a fait quelque chose dans telle région. Mais c'est le leadership transformationnel qui enseigne tout ça. Donc, je ne vois pas la personne en tant qu'ennemi. Être opposant, ça ne va pas dire ennemi. Mais il y a différence de pensée. Et donc, comme il y a différence de pensée, on valorise la pensée et on met cette pensée aussi à l'implémentation. Bon, merci beaucoup. Il y a des leaders visionnaires, il y a des leaders d'implémentation, il y a des gens qui parlent, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ils ne font jamais quelque chose. Donc c'est pourquoi le leader visionnaire a besoin des leaders d'implémentation. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Aujourd'hui, sur ce plateau, c'est vraiment, moi je dirais que c'est un cours que le docteur est venu nous faire. C'est pourquoi je lui ai laissé le temps aussi de s'exprimer beaucoup. Et bien sûr, parce que nous voulons des choses vraiment concrètes dans le cœur de Christ et que les chrétiens aussi aient une ouverture d'esprit et savoir qu'il ne faut pas rester toujours dans la routine, mais aller au-delà, aller au-delà, aller au-delà pour que le cœur de Christ puisse réellement s'épanouir. Alors aujourd'hui, dans cette émission, il a été question de parler du leadership transformationnel au service d'une communauté, au service bien sûr d'une communauté, pour que la communauté puisse se sentir bien. Et donc c'est le docteur Tholassie Boniface qui a été mon invité. Et malheureusement cette émission s'arrête ici. Mais ce que je vais vous promettre, on a encore d'autres questions sur lesquelles le docteur va revenir très prochainement. Et on va élaborer bien sûr sur ces questions. Alors pour la prochaine fois, déjà prenez vos stylets, commencez par écrire. Parce qu'il sera question de savoir de découvrir davantage sur le leadership chrétien dans le contexte africain. Et nous aurons aussi à parler de ses forces et de ses faiblesses, vous voyez, et comment faire du leadership levier pour le développement dans nos communautés, je veux dire, et aussi dans nos églises. Tant de questions sur lesquelles nous allons élaborer prochainement. Et donc, je vous donne rendez-vous. Nous vous reviendrons très prochainement avec ces différentes questions que nous allons décortiquer afin de permettre au corps de Christ de comprendre quelque chose. Merci à vous tous, à vous, docteur Boniface. Nous sommes à la fin de cette émission. On va revenir très prochainement. Et je crois que vous allez devenir un habitué de ce plateau parce que je crois bien que vous n'allez pas partir très rapidement. Vous êtes là encore pour un temps.
Je suis là. D'accord, ça marche. Donc, vous allez nous revenir très bientôt. Merci. Pour qu'on puisse aller encore en détail et découvrir assez, parce que je réalise que le Seigneur a placé beaucoup de choses en vous qui vont servir au corps de Christ ici au Togo et ici à toute la population togolaise. Merci beaucoup d'être passé. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, juste saluer les leaders et leur dire que, en fait, le développement dépend du leadership. Et nos grands-parents, nos grands ancêtres ont l'habitude de dire que le leader est un dépoutoir. D'accord. Ça aussi, c'est un concept de transformationnel. Est-ce qu'on peut tolérer certaines bêtises des employés pour les développer au mieux et aller de l'avant? Merci. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, cette émission s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris un peu plus sur ce sujet. En fait, pour moi, je dirais que c'est la première fois et j'en ai assez appris. Et je crois bien que ce sera ainsi pour vous aussi. Alors, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde. On se donne rendez-vous très prochainement pour développer d'autres questions encore sur le même sujet. À très bientôt. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is, let's sing it out again. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.